Elle a 23 ans, elle est seule. Et cette nuit-là, des hommes s'apprêtent à kidnapper son propre frère, le roi de France. Anne de France n'a pas d'armée, pas de titre officiel, juste une certitude. Si elle échoue, elle est morte. Mais ce que les princes du royaume lui ont fait subir pendant 3 ans, ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était une destruction méthodique. Ils ont voulu briser la femme avant de briser la régente, la salir, l'humilier, l'effacer de l'histoire. Et le pire dans tout ça, c'est que son ennemi le plus acharné, celui qui a juré sa perte, c'est son propre beau-frère, l'homme qui a épousé sa sœur, l'homme qui deviendra roi un jour. Alors Anne a dû faire un choix terrible. Pour survivre, elle a ordonné un massacre. 6000 hommes sont morts en une seule journée sur une lande de Bretagne. Elle a gagné. Mais à quel prix? Et ce qu'elle a découvert ensuite, personne ne vous l'a jamais raconté. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. J'adore savoir d'où viennent les passionnés d'histoire. Et si vous voulez ne rien manquer des secrets oubliés de la France, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, on déterre ensemble des vérités que les livres d'école n'osent pas raconter. L'histoire commence ici. Nous sommes en 1483. Louis XI, le roi a régné. L'homme qui a tissé sa toile sur toute la France pendant 20 ans vient de mourir. Il laisse derrière lui un royaume unifié, agrandi, mais fragile. Et surtout, il laisse un fils de 13 ans sur le trône. Charles VIII est roi de France, mais il n'est encore qu'un enfant. Dans les couloirs du château d'Amboise, une jeune femme de 22 ans observe, écoute, attend. Elle s'appelle Anne, Anne de France, fille aînée du roi défunt. Et c'est à elle que Louis XI a confié la mission la plus dangereuse du royaume, protéger son frère jusqu'à sa majorité. Son père l'a choisie, elle. Pas un prince, pas un duc, pas un homme, elle. Et cette décision va déclencher une tempête que personne n'a vu venir. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut d'abord comprendre qui est Anne de France. Les chroniqueurs de l'époque la décrivent comme une femme brune, avec un front haut et des sourcils finement arqués. Ses yeux sont marron clair, son regard est franc. Elle a les lèvres et les mains fines. Et surtout, disent-ils, elle se tient droite comme une lance. Cette expression n'est pas anodine. Dans un monde où les femmes doivent courber l'échine, Anne de France refuse de plier. Son père le savait. C'est pour cela qu'il l'a choisie. Sur son lit de mort, Louis XI a prononcé une phrase qui va traverser les siècles. En parlant de sa fille, il a dit « Elle est la moins folle des filles de France, car de sage il n'y en a point. » Certains y voient un compliment, d'autres une forme de mépris déguisé. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que Louis XI a fait un pari fou, confier le royaume de France à une femme de 22 ans. Et dès le premier jour, les princes du sang ont décidé de lui faire payer cette audace. Le premier à entrer en scène s'appelle Louis d'Orléans. C'est le cousin du jeune roi, le premier prince du sang, l'héritier présomptif de la couronne. Si Charles VIII meurt sans fils, et sa santé est fragile, c'est Louis d'Orléans qui deviendra roi. Mais ce n'est pas tout. Louis d'Orléans est aussi le beau-frère d'Anne de France. Il a épousé sa sœur cadette, Jeanne. Et c'est là que l'histoire devient terrible. Jeanne de France est née avec une malformation. Les chroniqueurs l'appellent Jeanne l'Estropiée ou Jeanne la Boiteuse. Elle est contrefaite, fragile et selon les témoignages de l'époque, profondément pieuse. Louis XI l'a mariée de force à Louis d'Orléans quand elle avait 12 ans. Pourquoi un tel mariage entre une princesse handicapée et le premier prince du sang? La réponse est glaçante. Louis XI espérait que ce couple n'aurait jamais d'enfant. Il voulait que la branche des Orléans s'éteigne d'elle-même. Louis d'Orléans n'a jamais accepté cette humiliation. Il déteste sa femme, il déteste Louis XI. Et maintenant que le roi est mort, il déteste Anne de France, la fille de Besséthénos-Étiaux, l'homme qui a brisé sa vie. Dès l'automne 1483, il réclame la régence. C'est à lui
qu'elle devrait revenir, affirme-t-il. Pas à une femme, pas à la sœur du roi. À lui, le premier prince du sang. Anne de France refuse. Ce qui se passe ensuite ressemble à un thriller politique. Anne convoque les États généraux à Tours en janvier 1484. Pour la première fois dans l'histoire de France, des représentants de tout le royaume sont réunis. Nobles, clercs, bourgeois et même des paysans. C'est une innovation majeure et c'est un coup de génie, car Anne ne demande pas seulement la confirmation de sa régence, elle l'a fait légitimer par le peuple lui-même. Louis d'Orléans est mis en échec. Les États généraux confirment que c'est bien Anne de France et son mari Pierre de Beaujeu qui gouverneront le royaume jusqu'à la majorité de Charles VIII. Mais le duc d'Orléans ne se résigne pas. Ce qu'il ne peut pas obtenir par la loi, il va tenter de l'obtenir par la force. À l'automne 1484, Anne de France apprend une nouvelle terrifiante. Louis d'Orléans a signé un accord secret avec François de Theudeux, duc de Bretagne. Cet accord prévoit, entre autres, le mariage du duc d'Orléans avec Anne de Bretagne, la fille du duc, alors âgée de 7 ans. Mais ce n'est pas tout. L'accord prévoit aussi de libérer le jeune Charles VIII de l'influence de sa sœur. En clair, ils veulent enlever le roi. Anne comprend immédiatement ce que cela signifie. Si Charles VIII tombe entre les mains de Louis d'Orléans, elle perd tout, le pouvoir, la légitimité et probablement la vie. Elle doit agir, vite. Les semaines qui suivent sont un cauchemar. Anne ne dort plus. Elle fait surveiller les appartements de son frère jour et nuit. Elle place des hommes de confiance dans la garde royale. Elle intercepte des lettres, déjoue des complots, identifie des traîtres. Et puis, une nuit, l'impensable se produit. On la réveille en urgence. Un groupe d'hommes s'apprête à pénétrer dans la chambre du roi. Le complot est en marche. Anne de France se lève. Elle rassemble ses fidèles et elle fait quelque chose qu'aucune femme de son époque n'aurait osé faire. Elle fait irruption en force dans la chambre de son frère. Elle ordonne l'arrestation immédiate de plusieurs gardes royaux compromis. Elle fait placer Louis d'Orléans en résidence surveillée à Gien et elle sauve le roi. Cette nuit-là, Anne de France a 23 ans. Elle vient de déjouer une tentative d'enlèvement contre le roi de France et elle vient de se faire un ennemi mortel, car Louis d'Orléans n'oubliera jamais cette humiliation. La guerre n'a pas encore commencé, mais les premiers coups ont été portés. Le 17 janvier 1485, Louis d'Orléans tente un coup désespéré. Il essaie de soulever Paris contre la régente. Il parcourt les rues de la capitale, harangue les bourgeois, promet des réformes, dénonce la tyrannie des Beaujeu. C'est un échec total. Les Parisiens ne bougent pas. Ils regardent ce prince agité avec méfiance. Qui est-il pour leur demander de se révolter contre le pouvoir royal? Qui est-il pour critiquer la sœur du roi? Louis d'Orléans comprend qu'il a perdu cette bataille. Il fuit Paris dans la nuit. Le 3 février, il se réfugie sur les terres du duc René d'Alençon. Puis, il fait sa soumission au roi le 12 mars à Évreux. Anne de France a gagné ce round. Mais elle sait que ce n'est qu'une trêve. Louis d'Orléans n'a pas renoncé. Il prépare autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus dangereux. Et cette fois, il ne sera pas seul. L'été 1485 marque un tournant. Le 30 août, Louis d'Orléans s'installe à Beaugency et lance un manifeste public. Ce document va circuler dans tout le royaume et son contenu est une déclaration de guerre. Mais attention, Louis d'Orléans est malin. Il n'attaque pas directement le roi. Il attaque le gouvernement des Beaujeu. Il attaque Anne de France et les mots qu'il emploie sont choisis avec soin. Chaque phrase est une arme. Chaque accusation est un poison. Dans ce manifeste, Anne de France est accusée de tenir le jeune roi en sujétion. Le mot est important, sujétion. Cela signifie qu'elle le traite comme un prisonnier, comme un esclave. Elle l'empêche de régner. Elle gouverne à sa place. Elle usurpe un pouvoir qui ne lui appartient pas. Mais ce n'est pas tout.
Le manifeste l'accuse aussi de gouverner par caprice et par ambition personnelle, d'imposer des impôts excessifs, de s'entourer de mauvais conseillers, de ruiner le royaume pour satisfaire sa soif de pouvoir. Ces accusations sont terribles et elles sont calculées pour toucher un point sensible, car Anne de France est une femme, et dans la France du XVe siècle, une femme au pouvoir est une anomalie, une aberration, une menace contre l'ordre naturel des choses. Les princes ne se contentent pas de contester sa politique. Ils contestent son droit même à exister en tant que dirigeante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette attaque n'est pas seulement politique, elle est profondément personnelle. Les princes veulent détruire Anne de France en tant que personne. Ils veulent la salir, l'humilier, la faire passer pour une usurpatrice, une ambitieuse, une femme qui a outrepassé sa place. Et ils ont des alliés puissants pour relayer ce message. Philippe de Comines, l'ancien conseiller de Louis XI, a rejoint le camp des rebelles. C'est un homme brillant, un diplomate redoutable, un écrivain dont les mémoires sont encore lues aujourd'hui. Et il met sa plume au service de la révolte. Le duc François II de Bretagne ouvre ses ports et ses coffres aux ennemis de la régente. Il rêve d'indépendance pour son duché. Il voit dans cette guerre une chance de se libérer définitivement de la tutelle française. Maximilien d'Autriche, régent des Pays-Bas bourguignons, promet des troupes et de l'argent. Il n'a jamais digéré la perte de la Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire. Cette guerre est une occasion de revanche. Richard III d'Angleterre, oui, le même Richard III de Shakespeare, envoie des émissaires et des promesses de soutien. L'Angleterre n'a jamais cessé de convoiter les terres françaises, et ce n'est pas fini. Le prince d'Orange, le comte d'Albret, le comte d'Angoulême, le comte de Comminges, tous ces grands seigneurs rejoignent la coalition. Anne de France ne fait plus face à un homme. Elle fait face à une hydre, une coalition internationale qui veut sa perte. Mais le plus douloureux, c'est ce qui se passe dans sa propre famille. Son beau-frère Jean II de Bourbon, le frère aîné de son mari Pierre, participe aux intrigues contre elle. Il la déteste. Il supporte mal de voir sa belle-sœur exercer un pouvoir qui, selon lui, devrait revenir aux hommes de la maison de Bourbon. Anne de France se retrouve donc dans une situation impossible. Elle doit combattre des ennemis extérieurs tout en surveillant les traîtres à l'intérieur de son propre camp. Elle ne peut faire confiance à personne. Chaque sourire peut cacher un poignard. Chaque lettre peut être un piège. Et pendant ce temps, les manifestes continuent de circuler. Les pamphlets se multiplient. Les rumeurs se répandent. On dit qu'elle manipule le roi. On dit qu'elle gouverne pour son propre profit. On dit qu'elle est cruelle, ambitieuse, tyrannique. Ces mots sont des armes, et ils font mal. Plus mal, peut-être, que des épées. Car une épée tue le corps. Mais les mots tuent la réputation, l'honneur, la légitimité. Ce que les princes font à Anne de France, c'est un assassinat moral, une exécution publique sans bourreau, une mise à mort lente et méthodique de tout ce qu'elle représente. En septembre 1485, l'armée royale marche sur Orléans. Louis d'Orléans se replie à Beaugency. Le jeune Louis II de la Trémoille, 24 ans à peine, le déloge de la ville. Le duc est contraint de se soumettre une nouvelle fois. Mais cette soumission n'est qu'une façade. Louis d'Orléans attend son heure. Il sait que ses alliés se préparent, que les Bretons arment leurs troupes, que Maximilien rassemble ses mercenaires. Le 2 novembre 1485, la paix de Bourges est signée. C'est une trêve d'1 an. Anne de France sait que cette paix ne durera pas. Elle sait que la vraie guerre n'a pas encore commencé. Elle sait que le pire est à venir. Et elle a raison. Car en janvier 1487, Louis d'Orléans va s'évader du château de Blois. Il va fuir en Bretagne et il va déclencher le conflit le plus sanglant de la Régence. La guerre folle est sur le point d'exploser et Anne de France va devoir faire des choix qu'aucune femme, qu'aucun être humain ne devrait avoir à faire. Le 11 janvier 1487,
Louis d'Orléans s'évade du château de Blois. Il fuit dans la nuit, poursuivi par les archers royaux. Sa destination, la Bretagne. Sa mission, rallumer la guerre. Cette fois, il ne reviendra pas faire sa soumission. Cette fois, il est prêt à tout. Quand Anne de France apprend la nouvelle, elle comprend que la phase finale a commencé. Il n'y aura plus de négociations, plus de trêve, plus de faux-semblants. C'est une guerre à mort et elle va devoir la gagner. L'armée royale se met en marche début février 1487. Elle part de Tours et se dirige d'abord vers le sud-ouest. Anne de France ne fait pas confiance au gouverneur de Guyenne, Odet d'Aïdy, comte de Comminges. Elle a raison. Le 7 mars, l'armée arrive à Bordeaux. Le gouverneur est révoqué sur le champ et remplacé par Pierre de Beaujeu, le mari d'Anne. C'est un message clair envoyé à tous les traîtres potentiels. La régente n'hésitera pas à frapper. L'armée repart de Bordeaux le 15 mars et s'empare de Parthenay le 30. Les possessions de Dunois, l'un des principaux alliés de Louis d'Orléans, sont réduites en quelques semaines. Puis l'armée se tourne vers la Bretagne. Ce qui se passe ensuite est une campagne militaire d'une brutalité remarquable. Les troupes royales entrent en Bretagne à la fin du mois de mai 1487. Elles sont près de 15 000 hommes. Face à elles, l'armée du duc de Bretagne est concentrée vers Malestroit. Elle compte environ 16 000 combattants, dont beaucoup de paysans mal armés. Les Français prennent Vannes. Ils provoquent la débandade des Bretons devant Ploërmel. Ils mettent le siège devant Nantes. Mais la résistance bretonne est plus forte que prévu. Le siège de Nantes est levé le 6 août 1487, après des semaines de combats acharnés. L'armée de secours de Dunois a réussi à percer les lignes françaises. Anne de France comprend que cette guerre ne sera pas gagnée en une seule campagne. Elle va durer, elle va coûter cher, en or, en hommes, en souffrance. Elle ramène le jeune roi à Paris en passant par la Normandie. Mais elle sait qu'elle devra revenir et qu'elle devra frapper plus fort. L'hiver 1487 à 1488 est une période de préparation intense. Les deux camps rassemblent leurs forces. Les alliances se consolident. Les arsenaux se remplissent. Du côté breton, Louis d'Orléans a pris le commandement de l'armée ducale. Il est rejoint par le sire d'Albret, le maréchal de Rieux et des milliers de mercenaires venus de toute l'Europe, des Anglais, des Allemands, des Gascons, des Espagnols, des Basques. C'est une armée cosmopolite, unie par un seul objectif, détruire Anne de France. Du côté français, la régente a confié le commandement à Louis II de la Trémoille. À 27 ans, c'est l'un des meilleurs capitaines du royaume, un homme froid, méthodique, impitoyable, exactement ce dont Anne a besoin. Le 20 janvier 1488, le Parlement de Paris prend une décision historique. Les ducs d'Orléans et de Bretagne sont déclarés rebelles. Eux et leurs complices ne sont plus considérés comme des vassaux en révolte. Ils sont désormais des sujets coupables de lèse-majesté. Ce changement de statut juridique est crucial, car la lèse-majesté est un crime capital. Les rebelles peuvent désormais être exécutés sans procès. Leurs biens peuvent être confisqués. Leurs familles peuvent être déshonorées. Anne de France vient de franchir un point de non-retour. Le printemps 1488 voit les derniers préparatifs. L'armée royale se rassemble à Angers. Elle compte 12 à 15 000 hommes, dont 6 à 7 000 mercenaires suisses. Les chroniqueurs les décrivent comme les plus beaux hommes du monde. Ce sont des soldats professionnels, disciplinés, redoutables. L'armée part de Pouancé et entre en Bretagne. Elle s'empare de Châteaubriand, littéralement foudroyée par l'artillerie royale, puis d'Ancenis, entièrement rasée, puis de Fougères, qui tombe le 19 juillet. Les Bretons sont en déroute. Leurs places fortes tombent les unes après les autres. Le duc François II tente désespérément de rassembler ses troupes dispersées. C'est alors que les deux armées convergent vers un lieu qui va entrer dans l'histoire, Saint-Aubin du Cormier. Le 28 juillet 1480,
Il est midi. La chaleur est écrasante sur la lande de la rencontre, à 3 kilomètres de Saint-Aubin-du-Cormier. D'un côté, l'armée bretonne. 11 500 hommes, 6 000 Bretons, 440 archers anglais, 800 Allemands et Flamands, 3 500 Gascons, Basques et Espagnols. Une armée hétérogène, commandée par plusieurs chefs qui ne s'entendent pas. Louis d'Orléans est là, le sire d'Albret aussi, et le maréchal de Rieux. De l'autre côté, l'armée royale, 15 000 hommes, les mercenaires suisses, la cavalerie française, l'artillerie la plus moderne d'Europe, et surtout un commandement unique, la Trémoille. Le maréchal de Rieux propose de charger immédiatement, avant que les Français n'aient le temps de se mettre en ordre de bataille. C'est la bonne stratégie, mais les autres généraux hésitent, discutent, tergiversent. Cette erreur va coûter des milliers de vies. Vers 14 heures, les canons ouvrent le feu. Les boulets s'abattent sur les deux camps. Les hommes tombent. Le sang commence à couler. Puis, les Bretons chargent. Leur première ligne enfonce les rangs français sur le flanc droit. Pendant un instant, la victoire semble possible. Mais la Trémoille réplique. Une faille s'ouvre au cœur du dispositif breton. La cavalerie française s'y engouffre. L'artillerie concentre son feu. Les rangs bretons se désorganisent. Et puis c'est la panique. Les mercenaires allemands, pris sous le feu des canons, tentent de se mettre à l'abri. Ce mouvement rompt la ligne de bataille. La cavalerie française charge à nouveau. Et cette fois, c'est le massacre. Les ordres de la Trémoille sont clairs. Pas de prisonniers. Pendant 4 heures, les soldats français tuent. Ils tuent sur le champ de bataille. Ils tuent pendant la poursuite. Ils achèvent les blessés dans les fossés. Les 2000 hommes portant la croix rouge, bretons et anglais, sont exterminés jusqu'au dernier. Quand le soleil se couche, entre 5 et 8 000 hommes gisent sur la lande. Ils seront ensevelis sur place, dans un immense charnier qui existe encore aujourd'hui. Du côté français, les pertes sont d'environ 1400 à 1500 morts. C'est une victoire totale, et c'est un bain de sang. Parmi les prisonniers de marque, 2 noms se détachent, le prince d'Orange et Louis d'Orléans. Le soir même, la Trémoille organise un souper surréaliste. Il invite à sa table les 2 princes qu'il vient de capturer. Louis d'Orléans, premier prince du sang, héritier présomptif de la couronne, à la place d'honneur. Le prince d'Orange s'assoit à côté de lui. Le général vainqueur leur fait face. Ils mangent, ils boivent, ils conversent poliment. Quelques heures plus tôt, ces hommes s'entretuaient sur une lande bretonne. La guerre a ses codes. Et ces codes sont parfois plus étranges que la guerre elle-même. Quand Anne de France apprend la nouvelle de la victoire, elle ne manifeste aucune joie excessive. Elle sait ce que cette victoire a coûté. Elle sait aussi qu'elle tient désormais son ennemi le plus dangereux entre ses mains. Louis d'Orléans est envoyé à la tour de Bourges. Il y restera prisonnier pendant 3 ans. Anne de France a gagné la guerre folle. Mais la vraie question commence maintenant. Que faire d'un ennemi qu'on ne peut pas tuer? Que faire d'un homme qui sera peut-être roi un jour? Que faire de son propre beau-frère, l'époux de sa sœur, le père potentiel de futurs princes? Cette question va hanter Anne de France pendant des années. Et la réponse qu'elle va y apporter va révéler la vraie nature de cette femme extraordinaire. Les jours qui suivent la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier sont terribles pour la Bretagne. L'armée française s'enfonce dans le duché comme un couteau dans du beurre. Dinan tombe le 7 août, Saint-Malo le 14. Le duc François II est un homme brisé. Il a tout misé sur cette guerre. Et il a tout perdu. Ses meilleurs capitaines sont morts ou prisonniers. Son armée n'existe plus. Ses alliés étrangers l'ont abandonné. Une flotte anglaise de 8000 hommes arrive bien au secours du duché. Mais c'est trop tard. Le duc n'a plus la force de continuer. Le 19 août 1488, François II se résigne à demander la paix. Et pas n'importe quelle paix, une capitulation. Le traité est signé au château du Verger, en Anjou. On l'appelle le traité du Verger. Et ses termes sont impitoyables. Le duc de Bretagne s'engage à éloigner du duché
tous les princes et tous les étrangers qui se sont impliqués dans la guerre contre le roi de France. Fini les alliances avec l'Angleterre, fini les mercenaires allemands, fini les intrigues avec Maximilien d'Autriche. Mais ce n'est pas tout. Le traité contient une clause qui va changer l'histoire de France. François II s'engage à ne pas marier ses filles sans le consentement du roi. Cette clause semble anodine. Elle ne l'est pas, car François II n'a pas de fils. Il n'a que 2 filles. L'aînée s'appelle Anne, elle a 11 ans, et elle est l'héritière du duché de Bretagne. En signant cette clause, François II vient de donner au roi de France un droit de regard sur l'avenir de la Bretagne. Si Anne de Bretagne se marie sans l'accord de Charles VIII, le mariage sera nul. Et si elle se marie avec l'accord de Charles VIII, eh bien, on peut imaginer qui le roi choisira comme époux. Anne de France vient de poser les bases du rattachement de la Bretagne à la couronne. Mais la régente n'a pas le temps de savourer sa victoire, car 3 semaines plus tard, tout bascule à nouveau. Le 9 septembre 1488, le duc François II meurt. Officiellement, c'est une chute de cheval, mais certains murmurent que le vieux duc, épuisé, humilié, n'avait plus la force de vivre. Sa fille Anne, 12 ans, devient duchesse de Bretagne, et immédiatement, la course au mariage reprend. Car Anne de Bretagne est désormais le parti le plus convoité d'Europe. Celui qui l'épousera deviendra duc de Bretagne. Il contrôlera l'un des territoires les plus riches et les plus stratégiques du continent. Il aura accès aux ports bretons, aux flottes bretonnes, aux richesses bretonnes. Les prétendants se bousculent. Maximilien d'Autriche envoie des ambassadeurs. Alain d'Albret fait valoir ses droits. Le roi d'Angleterre manifeste son intérêt. Et Charles VIII, conseillé par sa sœur, réclame la tutelle de la jeune duchesse. Anne de Bretagne refuse. Elle considère les propositions françaises comme indignes. Elle se réfugie à Rennes. Et elle prend une décision qui va compliquer considérablement la situation. En décembre 1490, elle épouse Maximilien d'Autriche par procuration. Ce mariage est un acte de défi, une gifle au visage de la France, une déclaration d'indépendance. Mais c'est aussi une erreur stratégique, car Maximilien est loin, très loin. Il est empêtré dans les affaires des Pays-Bas. Il ne peut pas envoyer d'armée pour défendre sa nouvelle épouse, et Anne de France le sait. La régente lance une nouvelle offensive. Les troupes françaises assiègent Rennes. La ville est encerclée. Les vivres commencent à manquer. La population souffre. Anne de Bretagne tient bon pendant des mois. Elle refuse de céder. Elle refuse de trahir son mariage avec Maximilien. Elle refuse de se soumettre à la France. Mais la réalité finit toujours par s'imposer. À l'automne 1491, Rennes est au bord de la famine. Les conseillers de la jeune duchesse la supplient de négocier. Maximilien n'envoie toujours pas de secours. L'espoir s'éteint. Le 15 novembre, Rennes se soumet aux troupes royales. Le traité de Rennes est signé. Il prévoit le mariage entre le roi de France et la duchesse de Bretagne. Anne de Bretagne n'a pas le choix. Elle doit accepter. Le 6 décembre 1491, au château de Langeais, Charles VIII épouse Anne de Bretagne. Elle a 14 ans. Il en a 21. Ce mariage est le triomphe absolu d'Anne de France. En 8 ans de régence, elle a survécu à des tentatives d'enlèvement, à des complots, à une coalition internationale, à une guerre civile. Elle a écrasé ses ennemis sur le champ de bataille. Elle a fait plier le duché de Bretagne. Et maintenant, elle unit ce duché à la couronne de France. Son père Louis XI avait passé 20 ans à essayer de soumettre la Bretagne. Il avait échoué. Sa fille a réussi en moins d'une décennie. C'est un exploit politique majeur, l'un des plus grands de l'histoire de France. Mais pour Anne de France, ce triomphe a un goût amer, car ce mariage marque aussi le début de sa chute. La nouvelle reine, Anne de Bretagne, déteste sa belle-sœur. Elle lui en veut d'avoir mis fin à l'indépendance de son duché. Elle lui en veut d'avoir assiégé Rennes.
Elle lui en veut d'avoir détruit son mariage avec Maximilien. Et surtout, elle veut le pouvoir pour elle-même. Progressivement, Anne de France est écartée des affaires du royaume. On ne la consulte plus, on ne l'écoute plus. On lui fait comprendre que ses services ne sont plus nécessaires. Charles VIII a 21 ans. Il est majeur depuis longtemps déjà. Il n'a plus besoin de tutrice. Il n'a plus besoin de sa sœur. Anne de France et son mari, Pierre de Beaujeu, se retirent dans leur terre du Bourbonnais. Leur résidence principale est le château de Moulins, capitale du duché de Bourbon. La femme la plus puissante d'Europe vient d'être renvoyée chez elle. Mais l'histoire n'en a pas fini avec Anne de France. Car dans les prisons de Bourges, un homme attend. Un homme qui n'a pas oublié. Un homme qui sera roi un jour. Louis d'Orléans a passé 3 ans dans sa cellule. 3 ans à ruminer sa défaite. 3 ans à attendre son heure. Le 27 juin 1491, Charles VIII le libère, sans consulter sa sœur, sans lui demander son avis. Louis d'Orléans est libre, et il n'a qu'une chose en tête, la vengeance. Ou peut-être pas, car ce qui va se passer ensuite va surprendre tout le monde, y compris Anne de France elle-même. Les années qui suivent sont étranges pour Anne de France. Elle vit à Moulins, loin du pouvoir, loin des intrigues. Elle administre les immenses domaines de la maison de Bourbon. Elle élève sa fille, Suzanne. Elle joue les mécènes, collectionnant les livres, les tableaux, les tapisseries. La cour de Moulins devient l'une des plus brillantes d'Europe. Des artistes viennent de partout pour y travailler. Des intellectuels s'y rassemblent. Anne de France n'est plus régente, mais elle reste une femme de pouvoir et de culture. Et pendant ce temps, elle observe, elle attend. Elle sait que l'histoire n'a pas dit son dernier mot. En 1494, Charles VIII se lance dans une aventure folle. Il envahit l'Italie pour revendiquer le royaume de Naples. C'est le début des guerres d'Italie, ce cycle de conflits qui va ensanglanter l'Europe pendant des décennies. Anne de France désapprouve cette expédition. Elle la trouve dangereuse, coûteuse, inutile. Mais personne ne lui demande son avis. Elle n'est plus rien, juste la sœur du roi, juste une ancienne régente qu'on a mise au placard. Pendant que Charles VIII guerroie en Italie, Anne de France reprend brièvement son rôle de régente. Elle gère les affaires du royaume en l'absence du roi. Elle prouve une fois de plus qu'elle est indispensable. Mais quand Charles VIII revient, elle retourne dans l'ombre. Le 7 avril 1498, tout bascule. Charles VIII est au château d'Amboise. Il se rend à une partie de jeu de paume avec la reine Anne de Bretagne. En passant par une galerie basse, il se cogne violemment la tête contre un linteau de porte. Il continue sa route. Il assiste au jeu. Il parle. Il rit. Et puis, soudain, il s'effondre. Quelques heures plus tard, Charles VIII est mort. Il avait 27 ans. Il ne laisse aucun enfant survivant. Les 6 enfants qu'il a eus avec Anne de Bretagne sont tous morts en bas âge. Le trône de France est vacant. Et l'héritier, c'est Louis d'Orléans. Le lendemain, Louis d'Orléans se rend au château d'Amboise. Il vient rendre hommage au corps du défunt. La cour entière le reçoit et l'honore comme le nouveau souverain. Louis d'Orléans est désormais Louis XII, roi de France. L'homme qu'Anne de France a combattu pendant des années, l'homme qu'elle a fait emprisonner pendant 3 ans, l'homme dont elle a brisé les ambitions à Saint-Aubin-du-Cormier. Cet homme est maintenant son roi. Anne de France doit s'attendre au pire, à la vengeance, à la disgrâce, peut-être à l'exil ou à la prison. Mais ce qui se passe ensuite est extraordinaire. Louis XII prononce une phrase qui va traverser les siècles. Une phrase que les historiens citent encore aujourd'hui comme un exemple de grandeur d'âme. Il dit « Le roi de France ne venge pas les injures faites au duc d'Orléans. Il ne punit pas Anne de France. Il ne la persécute pas. Il ne confisque pas ses biens. Il ne l'exile pas. Il tourne la page. » C'est un geste politique habile. Louis XII veut rassembler le royaume, pas le diviser. Il veut être aimé, pas craint. Il comprend que la vengeance ne mène nulle part, mais c'est aussi peut-être un geste de respect.
Car Louis XII sait qui est Anne de France. Il sait ce qu'elle a accompli. Il sait qu'elle était une adversaire redoutable. Et peut-être, au fond de lui, il l'admire. Pourtant, Louis XII ne pardonne pas tout. Et ce qui va suivre va briser le cœur d'Anne de France. Le nouveau roi demande au pape l'annulation de son mariage avec Jeanne de France, la sœur d'Anne, la femme qu'il a épousée de force 22 ans plus tôt, la pauvre princesse contrefaite que Louis XI avait utilisée comme un pion. Louis XII affirme que le mariage n'a jamais été consommé. Jeanne conteste. Elle déclare devant le tribunal ecclésiastique « Bien que je sache très bien que je ne suis ni aussi jolie ni aussi bien faite que les autres femmes, mon mariage a bien été consommé. » Personne ne l'écoute. Le pape Alexandre VI, qui a besoin de l'alliance française, accorde l'annulation. Jeanne est répudiée. Elle se retire au couvent de Bourges. Elle y fonde l'ordre des Annonciades, consacré à la Vierge Marie. Elle y passe le reste de sa vie dans la prière et la charité. Elle mourra en 1505, en odeur de sainteté. Elle sera béatifiée en 1742 et canonisée en 1950. Sainte Jeanne de France, la sœur d'Anne, la femme qu'on a humiliée toute sa vie. Anne de France assiste à tout cela, impuissante. Sa sœur chassée, son ennemi sur le trône, son œuvre préservée, mais par d'autres. Et pour couronner le tout, Louis XII épouse Anne de Bretagne, la femme que Charles VIII avait épousée, la femme qu'Anne de France avait contribué à marier à son frère. L'ironie est cruelle. Tout ce qu'Anne de France a construit profite désormais à l'homme qui a voulu sa perte. Les dernières années d'Anne de France sont consacrées à sa famille et à ses terres. Son mari Pierre de Beaujeu meurt en 1503. Elle reste seule avec sa fille Suzanne. C'est alors qu'elle écrit un livre, un petit ouvrage destiné à sa fille, qui n'a que 12 ans. Elle l'intitule « Enseignement à ma fille ». Dans ce livre, Anne de France transmet tout ce qu'elle a appris. Pas sur le pouvoir, pas sur la guerre, pas sur les intrigues, sur la vie. Elle conseille à sa fille de s'entourer de gens frugaux. Elle lui enseigne que la véritable noblesse vient de l'humilité, de la douceur et de la courtoisie. Elle lui dit que sans ces qualités, toutes les autres vertus ne valent rien. Ces mots sont étonnants. Ils viennent d'une femme qui a survécu à des complots, à des guerres, à des trahisons. Une femme qui a ordonné des batailles où des milliers d'hommes sont morts. Une femme qui a écrasé ses ennemis, sans pitié. Et pourtant, ce qu'elle transmet à sa fille, c'est la douceur, l'humilité, la courtoisie. Comme si, au terme de sa vie, Anne de France avait compris que le pouvoir ne vaut rien s'il détruit l'âme. Le 14 novembre 1522, Anne de France meurt au château de Chantelle, dans le duché de Bourbon. Elle avait 61 ans. Elle repose au prieuré de Souvigny, aux côtés des autres membres de la maison de Bourbon. On l'appelait Madame la Grande. Elle a régné sans couronne. Elle a vaincu sans gloire. Elle a survécu à tout. Ce que les princes lui ont fait était pire que la mort. Ils ont voulu l'effacer, la réduire au silence, la faire disparaître de l'histoire. Ils ont échoué, car nous sommes ici, 5 siècles plus tard, à raconter son histoire, à nous souvenir de son courage, à honorer sa mémoire. Anne de France se tenait droite comme une lance, et 5 siècles plus tard, elle se tient toujours debout,